Salut à tous, bienvenue à l'émission Sans langue de bois sur Burkina Info avec 4 journalistes comme d'habitude pour échanger autour de 2 thématiques. La première thématique va concerner les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les 27 et 28 G prochains, le gouvernement burkinabé et le gouvernement ivoirien se retrouveront à Yamoussoukro pour discuter autour du traité d'amitié et de coopération entre les 2 pays. Avec donc les journalistes présents, nous allons décrypter ces relations qui ont connu on peut dire des situations un peu compliquées ces 2 dernières années avec Blaise Compaoré qui s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu ces écoutes téléphoniques lors du coup d'État et il y a également cette histoire au niveau du Mont Préco. On en parlera au cours de cette émission. Je rappelle donc que nous avons comme invité Alassane Karama, il est du journal Le Citoyen, Dimitri Kabouré de Fassozine, M. Ahmed Kone de l'Observatoire burkinabé des médias OBM et Sefas Bamouni, il est correspondant de la RTB. Avec donc mes 4 invités, nous allons échanger donc comme je le disais sur cette thématique, mais il y a un autre sujet qui concerne les journalistes. C'est vrai que le SYNATIC, c'est le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, et l'AJB, l'association des journalistes du Burkina, ont fait une déclaration concernant les immixtions du gouvernement actuel dans le traitement de l'information. Donc les immixtions du gouvernement, ils ont indexé le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Danjou, pour l'immixion dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information dans les médias publics. Donc nous ferons un tour de table avec les journalistes présents pour analyser effectivement la déclaration faite par ces 2 organisations syndicales des médias. Nous commençons donc par vous, Alassane Karama. C'est vrai, vous avez lu cette déclaration. Quelle a été votre réaction? Ma réaction, bon, c'est vrai, il n'y a pas de surprise en la matière. Le syndicat est toujours dans ce rôle de protéger tout ce qu'on peut appeler intérêts matériels et même moraux donc, des travailleurs concernés. Donc c'est tout à fait normal si des travailleurs estiment à un moment donné qu'ils subissent donc des pressions, le syndicat puisse faire, en tout cas réagir, faire cette sortie pour en tout cas donner son appréciation et pourquoi pas interpeller les autorités, peut-être à plus de retenue. Bon, ça c'est vraiment de prime abord. Mais bon, dans le fond, je ne sais pas les limites donc de l'émission. Parce que pour ce que je sais de l'organe d'où je viens, qui est citoyen, le directeur de publication, jusqu'à preuve de contraire, reste le ministre de la Communication. Maintenant, les DG qui sont nommés sont des co-directeurs de publication. Est-ce qu'à ce titre, justement, ce ministre n'a pas un droit de regard sur ce qui se passe dans ces organes? Bon, c'est la question qu'on se pose. Maintenant, pour moi, ça peut se passer au niveau certainement de la hiérarchie, puisque lui, ses répondants directs, ce sont les directeurs généraux, qui puissent, à mon sens également, pour moi, c'est tout à fait normal qu'ils puissent donner des orientations. C'est comme si on dit le ministre chargé donc de la sécurité sociale ne puisse pas appeler les DG de la Caisse nationale de sécurité sociale. On va dire comparaison n'est pas raison, hein, mais pour lui dire, bon, par rapport à tel, est-ce qu'on ne peut pas avoir telle ou telle orientation? Pour moi, ça ne me pose pas de problème dans l'absolu, au vu, en tout cas, de la tutelle actuelle. Pour moi, la lutte peut être menée peut-être dans le sens où on puisse décrocher, les médias puissent être décrochés de cette tutelle, mais pour le moment, nous sommes à ce stade. Donc, ce n'est pas illégal que le ministre, justement, puisse donner des orientations au sommet. Comme dans le fond, je ne sais pas si c'est les journalistes qui ont été interpellés directement, mais sinon, par rapport au patron de médias, je pense que le ministre de la Communication, à l'étape actuelle, qui est co-directeur de publication, pour en tout cas ce qui est de surveiller la RTB, je ne sais pas si le statut a évolué entre-temps, est tout à fait dans son droit de donner des orientations, sans que cela ne soit vu, à mon sens, comme de l'immixtion. Parce que les orientations, pour moi, ce n'est pas forcément immixtion, mais c'est donc de donner des lignes directrices. Maintenant, de manière précise, bon, les gens pourront faire en tout cas travail en conséquence. Maintenant, tout ce que le ministre peut donner comme orientation, il appartient à ses collaborateurs directs de s'en approprier. Voilà, parce que pour moi, c'est ça aussi la responsabilité. Et lorsqu'on travaille avec quelqu'un, c'est dans ce sens. Donc, c'est à la hiérarchie donc, de se les approprier. Maintenant, quitte à ce que, bon, et ils peuvent voir comment travailler justement à refléter les orientations sans que ça ne soit
en tout cas de l'émission directe de qui que ce soit. Okay. Dimitri Kabouri, vous êtes du privé de Fassozine, alors comment vous voyez effectivement ce bras de fer entre les syndicats des médias publics et le ministre de la Communication? Je crois que je ne parlerai pas de bras de fer, mais je dirais tout simplement que la question de la liberté de la presse, c'est toujours une question très difficile à saisir. Je crois que c'est même pas sous nos cieux. Je crois que même dans les pays très bien avancés sur le plan des médias, je crois que le problème reste posé. Parce que naturellement, le pouvoir en place va tenter quand même de pouvoir donner quand même ses orientations et sa vision un peu sur ce qu'il y a. Maintenant, si pour être plus pratique au niveau de ce qui s'est passé, je suis tout à fait d'accord avec Karama quand il dit que les syndicalistes sont dans leur rôle de dénoncer un peu. Mais la question peut-être, je crois qu'on s'est laissé un peu gagner par la passion en voyant déjà ce qui s'est passé. En fait, ce qui nous a conduit dans cette passion tout simplement, c'est l'identité du ministre. Je ne crois pas que si c'était un autre ministre qui n'était pas Rémi Djandjinou, un ministre voilà, je crois que je crois que c'est la plus ici la personnalité de la personne qui aurait donné les orientations qui pose problème. Je crois que certainement les gens n'arrivent pas à comprendre que celui qui était le donneur de carton jaune et de carton rouge dans une télévision, une télévision privée, qui défendait un peu les libertés des journalistes, puisse changer de cap en l'espace de quelques mois parce que maintenant il est devenu ministre de la Communication. Je crois que c'est d'abord là le problème. Sinon, en termes clairs au niveau des missions, vous prenez l'émission de Sidoya, l'émission de la RTB, c'est tant que les statuts vous disent que article 1 du statut de la RTB doit accompagner la politique gouvernementale, bon, du coup, ce sera très difficile de ne pas demander à la RTB d'accompagner la politique gouvernementale. Donc, pour moi, ce qu'il y a à faire, je crois qu'il faut qu'on puisse militer à revoir un peu les statuts de nos médias, que ce soit Sidoya, que ce soit l'agence d'information du Burkina, que ce soit également la radiodiffusion, ainsi que la radio et la télévision y compris. Je crois que tant qu'on ne va pas s'asseoir pour essayer de définir un peu les contours, on sera toujours dans cette même situation. Et je crois que le ministre, en donnant des orientations, bon, naturellement, je crois qu'il est dans son plein droit. Il est dans son plein droit de donner les orientations un peu. Bon, il faut quand même qu'on puisse faire ce que le président puisse orienter un peu ce qu'il dit. Maintenant, et quand vous prenez même la déclaration de la JB, ils disent tentative d'embrigadement. Bon, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à la faute commise. Voilà, ils disent qu'on sent venir. Bon, mais comme c'est très difficile de juger quelqu'un s'il n'a pas pris quelque chose. C'est juste, je crois que c'est à la fameuse réunion où il a tenté de recadrer les choses. Et pour terminer par rapport à ça, la phrase qui fait quand même beaucoup de gorge chaude, c'est quand il dit des gens de faire comme Norbert Zongo. Bon, il y a des gens qui ont commencé à interpréter en disant, bon voilà, il va les dire, bon, vous pouvez démissionner et puis aller. En réalité, au fond, la pensée n'est pas mauvaise que soit. Quand vous prenez un peu la situation française, on a vu la plupart des journalistes qui ont créé les pure players comme Mediapart et Rue 89 et autres, voilà que c'est des anciens, c'est des journalistes qui ont travaillé pour les grands médias comme Le Monde, comme Figaro, qui ont démissionné. À un moment, ils n'étaient pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et la situation même la plus palpable, ce qui s'est passé avec le groupe Canal+. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le petit journal de Yann Barthès. En tant que le grand patron voulait l'orienter, bon, il n'a pas digéré, il a trouvé qu'il n'allait plus garder son indépendance. Donc, il a préféré claquer la porte. On actionne la clause de conscience. Yann Barthès est parti. C'est vrai que c'est regrettable que ça arrive. Donc, pour moi, je crois qu'il faut dépassionner le débat. Oui. Et à tête reposée, je crois qu'on pourra s'entendre. D'accord. Monsieur Koné, c'est vrai qu'en filigrane, quand on lit la déclaration, ce qui ressort un peu, et puis qui pose peut-être la divergence entre peut-être les deux entités, si je peux le dire, c'est le fait de dire que le rôle des médias, c'est d'accompagner l'action gouvernementale. Je pense que les syndicats ne le conçoivent pas de cette façon, le rôle des médias publics. Oui, effectivement, c'est un débat qui reste posé. D'abord, vous me permettrez d'être... ma satisfaction de venir ici à Burkina Info et je remercie en même temps les responsables aussi bien que le personnel. Je me félicite de l'existence d'un tel organe qui vient enrichir quand même le paysage médiatique et qui, ma foi, malgré les difficultés, se positionne quand même comme étant, faisant partie des meilleurs organes de notre pays. Parce que la télévision privée a ses difficultés.
Et la télévision privée apporte aussi sa contribution malgré les vicissitudes à ce que fait la télévision publique. Donc ma satisfaction et en même temps mes encouragements au personnel. Ma satisfaction aussi d'être à votre émission, je vous remercie beaucoup. Je crois que ce problème pose le débat sempiternel entre l'exercice du pouvoir politique et puis l'exercice de notre métier. Parce que les autres l'ont dit, je m'associe à tout ce qu'ils ont dit déjà. Je crois que le ministre est d'abord un homme politique qui est solidaire de l'action gouvernementale, donc de ses collègues. Et comme de surcroît, c'est un journaliste, c'est tout à fait logique que les journalistes voient en lui beaucoup plus un ancien partenaire qui ne doit pas changer de cap. Mais ce qu'on voudrait oublier, c'est qu'il porte aussi un chapeau, c'est-à-dire que c'est un homme politique qui a été nommé pour un certain nombre de prérogatives qu'il entend effectivement respecter. Fayama l'a dit tout à l'heure, c'est le directeur de publication. Donc il se donne aussi les droits d'exercer ses responsabilités et par conséquent d'éveiller un peu la maison ou de réveiller les consciences lorsqu'il sent péril dans la demeure au plan politique s'entend. De l'autre côté, nous avons des associations telles que l'AJB, une organisation syndicale comme le SYNATIC qui veille au grain. Mais cela va de soi puisque nous sommes ici face à un corps professionnel qui met du temps à se décrocher de la fonction publique. Nos journalistes qui se lèvent très souvent pour se plaindre, ce sont le plus souvent des journalistes, entre guillemets, d'État. Ce sont des fonctionnaires. Tant que ce statut prévaudra, il y aura tout le temps des problèmes. Parce que le ministre se sent dans l'obligation de dire à ses agents, même si on ne veut pas l'entendre ainsi, quoi faire et quoi ne pas faire. Une question de statut donc. Mais aussi, je me rappelle un grand frère qui n'est plus, paix à son âme, il disait, petit frère, notre culture, c'est-à-dire la culture africaine, nous rend susceptibles. Nos hommes politiques sont susceptibles. Ils n'aiment pas trop qu'on aille marcher sur la plate-bande. Parfois, ils ont le sentiment qu'on exagère. C'est parce que par le passé, nous avons vu des gouvernements se succéder et qui ont eu un certain nombre de comportements vis-à-vis des médias. Mais ces comportements ont existé parce qu'effectivement, des journalistes devenus hommes politiques ont favorisé ce type de comportement. Parce que figurez-vous, un pays comme le Burkina Faso, si nous sommes autour de 16 millions, il y a 16 millions de ministres de la communication. Si vous allez au Conseil des ministres, vous verrez que notre ministre de la communication n'est pas le seul ministre de la communication, c'est tous ses collègues. Les gens croient tellement que les médias, c'est facile. Les médias doivent faire ceci, doivent faire cela. Ça, c'est l'héritage de plusieurs décennies de médias publics. Donc, une question de statut encore. À partir du moment où les médias ont évolué et que nous avons aussi aujourd'hui la presse privée, qu'avec les satellites, on a accès à l'information, même cachée dans son pays, on peut traverser les frontières par l'intermédiaire du virtuel, etc., pour avoir d'autres informations. Ben, le public, sa philosophie, sa compréhension, tout change. Il ne veut pas non plus que chez nous, des ministres de la communication franchissent facilement les barrières. Encore moins les professionnels qui travaillent l'information. Les journalistes sont jaloux de leur indépendance, aussi bien d'esprit que dans l'exercice quotidien de la profession. Ils n'aiment pas se sentir sous pression. C'est difficile parce que souvent, vous recevez dans les salles de rédaction des instructions du genre « Le chef de l'État va se déplacer, nous voulons tel journaliste ». C'est de bonne guerre. Mais les journalistes veulent garder encore ce privilège qu'ils ont de travailler en pleine liberté, ce qui n'est pas facile. Donc, je crois qu'en fait, il y a un problème de dialogue entre les deux entités. Il faudrait que les journalistes syndiqués ou pas, membres d'associations et autres, et les ministres de la communication se parlent. J'ai toujours estimé que les ministres de la communication qui sont journalistes ne trouvent pas toujours le support nécessaire auprès de leurs anciens collègues, entre guillemets,
Parce qu'ils sont toujours eux-mêmes braqués. Il y a des a priori et ils en ont peur. Sur ceux qui ne sont pas suffisamment sécurisés, l'autre encore moins, surtout qui viennent du secteur privé. Mais les journalistes qui travaillent sur le terrain, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, doivent aussi comprendre qu'ils doivent faciliter la tâche à leurs collègues. Parce que si on regarde un peu, pour le vieux journaliste que je suis, j'ai fait une petite peinture de l'évolution du comportement des journalistes hommes politiques qui ont géré le ministère. Je crois qu'ils ont eu tendance à rendre moins service à la profession. Parce que rapidement, ils se laissent emporter par l'intérêt partisan. Alors que nous devons travailler au-dessus. Comme disait le grand journaliste américain Pulitzer, il faut prendre parti sans parti pris. Cela ne veut pas dire que les journalistes doivent faire ce qu'ils veulent, parce qu'il y a des journalistes aussi qu'on connaît comme étant d'un certain nombre d'obédience. Il faudrait qu'ils sachent que le métier nous demande de défendre l'intérêt général. Donc, si vous vous attaquez au ministre parce qu'il a une coloration, vous, quelle est votre coloration? On va vous poser la question. Donc, il faut que vous soyez ferme dans votre travail. Il faut que vous soyez d'une certaine intégrité, d'une certaine probité morale pour permettre de faire la leçon aux autres. Si vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche, on vous dira attention, faites une critique qui n'est pas objective. Ce qu'on attend des journalistes, c'est de travailler de manière à permettre à nos sociétés qui sont fragiles, à nos démocraties qui sont en gestation, parce que ce n'est pas encore prêt, de travailler à aider les hommes politiques à mûrir, parce que il faut le reconnaître, chacun de nous fait l'apprentissage de la démocratie aujourd'hui. Il n'y a pas de journaliste démocrate complet, comme il n'y a pas d'homme politique complet en tant que démocrate. C'est un exercice difficile et ça ne peut mûrir que dans le dialogue. Donc vous prônez un dialogue entre les associations et syndicats et le ministre. Oui, je pense qu'il faut absolument que les deux se parlent. Parce que comme je l'ai dit, par le passé, nous avons vu les ministres entre quatre murs. Ils ont travaillé plutôt avec leurs partisans, c'est-à-dire avec la direction politique, avec le gouvernement, avec les partis politiques, en oubliant qu'ils appartiennent à un corps et qu'ils vont un jour revenir dans ce corps-là. Donc, mais il ne faut pas non plus que les journalistes, eux, restent braqués en se disant non, le ministre est un partisan, il faut absolument. Donc, ce mur-là, il faut l'abattre. Okay. Il faut que les deux dialoguent entre eux. C'est ça qui nous manque. D'accord. Alors, nous allons terminer sur cette question avec Cephas Bamoudi de la RTB, correspondant de la RTB. Alors, quelle a été votre réaction à la lecture, effectivement, de cette déclaration publiée dans les médias? Oui, Lido, pour moi, c'est très simple. Oui. Le ministre de la Communication a une lettre de mission. Il est membre du gouvernement, alors il a une lettre de mission, il doit faire un travail. Et s'il reçoit des instructions du gouvernement dont il est membre, je pense qu'il lui revient de les appliquer. Et ce n'est pas mal pour lui, en tout cas, d'appeler les responsables des organes, on va dire, d'État, quand même pour leur dire, bon, voilà ce que nous attendons de vous. C'est sa lettre de mission. Il doit faire son travail et je pense que ce qu'il a dit, il ne faut pas qu'on voit M. Dandjinou. Il faut qu'on voit le ministre de la Communication. C'est ce qui est très important. Si on prend l'homme qui est journaliste, qui a un organe privé, et on va s'acharner sur lui pour dire oui, hier il était ici, aujourd'hui il vient, voilà, on va fausser le débat. On n'a qu'à voir en face le gouvernement, Paul Kaba Thieba, dont M. Dandjinou est membre, et il agit au nom du gouvernement et il a une feuille de route, il faut qu'il travaille. L'AJB, le Synatic, en tout cas, ce sont des syndicats aussi qui sont dans leur rôle aussi de dire ce qu'ils pensent par rapport à telle ou telle déclaration. Mais quand on est dans le public et puis dans le privé, ce n'est pas la même chose. Et je pense que pour peut-être faire une relation avec l'enseignement, où vous êtes des établissements publics ou bien des établissements privés, vous n'avez pas les mêmes règlements intérieurs. Ce que vous pouvez faire quand vous êtes au privé, vous ne pouvez pas faire la même chose quand vous êtes au niveau du public. Ça, c'est une réalité. Je pense qu'il ne faut pas voir M. Dandjinou, mais il faut plutôt voir le ministre de la Communication qui donne des conseils aux responsables des organes d'État dans cette situation. Moi, c'est un peu mon point de vue. Il faut qu'on efface un peu
les questions d'hommes, les questions de personnes et voir vraiment la réalité en face parce que ce n'est pas au Burkina seulement. En Côte d'Ivoire et même hors de l'Afrique, en Europe, on peut le dire, c'est toujours la même chose pour certains médias. Il a bien développé. Je pense qu'il faut que chacun joue son rôle par rapport à la lettre de mission qu'il a. D'accord, espérons, comme l'a dit M. Koné, qu'il y aura un dialogue entre ces associations, ces syndicats et le ministre de la Communication pour une bonne marche, je pense, au niveau des médias du service public. Nous revenons donc au second sujet de cette émission. Il y aura une rencontre très attendue en cette fin de mois de juillet, c'est-à-dire le 27 et 28, je pense, à Yamoussoukro, entre les gouvernements burkinabés et les gouvernements ivoiriens. C'est le TAC. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de se rencontrer, mais cette rencontre sera d'une autre nature en concernant les attentes des populations, d'autant plus qu'au Burkina, il y a un nouveau pouvoir qui est arrivé et comme je le disais en introduction, il y a eu quand même des incidents qui ont émaillé la vie politique de ces deux pays, notamment le fait que Blaise Compaoré, après son départ du pouvoir, se retrouve en Côte d'Ivoire. Il y a eu ce coup d'État où il y a eu des écoutes téléphoniques qui impliquaient l'un des responsables ivoiriens, à savoir le président de l'Assemblée nationale. Et puis, il y a cette affaire du Mont Préco. Alors, Alassane Karama, comment vous voyez cette rencontre entre les autorités burkinabées et les autorités ivoiriennes? Est-ce à dire que effectivement le contenu des échanges sera quelque chose de très déjà intéressant? La symbolique, parce que c'est une reprise. Ils avaient l'habitude, mais je pense qu'au moment donc la transition, ça a été annoncé, mais en fin de compte, il n'y a pas eu donc de rencontre de ce type. Mais comme vous l'avez dit tantôt, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées entre les deux pays qui avaient un peu refroidi, je veux dire, donc ces relations. Ça, faut pas se le cacher. Il a fallu quand même des démarches dont on sait, portées même parfois par le président de l'Assemblée nationale, pour essayer donc de ramener ces deux pays frères, parce qu'on le dit à tout bout de champ, sur en tout cas autour donc de la même table. Donc c'est sûr que déjà la symbolique elle est importante, ça veut dire c'est la reprise qui sera véritablement, la relance, pas la reprise mais je veux dire la relance qui sera véritablement célébrée au cours donc de cette rencontre. Et de façon générale, là, quand on regarde, on peut se dire déjà que les dispositions d'esprit, en tout cas, sont dans l'ensemble favorables à cela. Parce qu'on a vu le séjour donc, du ministre des Affaires étrangères récemment dans le cadre des préparatifs de cette rencontre. Et vous avez vu symboliquement, pratiquement à peine une semaine d'intervalle, les deux chefs d'État ont reçu donc, les lettres de créance donc, des ambassadeurs donc, de part et d'autre. Et le ministre ivoirien des Affaires étrangères est également arrivé à Ouagadougou ce soir, et du moins ce week-end justement, pour en tout cas installer le nouvel ambassadeur et aussi rencontrer le président du Faso, certainement pour mieux préparer, accorder les violons autour donc, de cette rencontre. Donc de ce point de vue, je me dis que c'est véritablement la relance que cette rencontre va marquer. Et je suis tout à fait d'accord, il y a toujours tout ce qui s'est passé, on n'oublie pas aussi vite. Mais bon, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, je suis d'accord, il y a des questions qui sont pratiquement derrière nous. Parce que le coup téléphonique, quand vous prenez le mandat qui avait été émis, a été invalidé ici même au Burkina Faso, et le mandat jusque-là, en tout cas, n'a pas été relancé, et ça, on n'en parle plus. Bon, quant à Blaise Compaoré, peut-être qu'à ce niveau également, les suspicions vont se tasser avec le temps. Donc, en tout cas, pour le moment, pour moi, il n'y a pas de raison que justement ces deux pays-là ne repartent pas, parce que véritablement, on n'a pas beaucoup le choix. Il faut bien qu'on se parle, il faut bien qu'on travaille ensemble pour le bonheur de nos deux peuples, au-delà des incidents qui ont pu exister, parce que pour moi, ça concerne des individus. Alors que les pays quand même restent, les pays vont au-delà des individus. Donc, ce sont ces intérêts-là, au-delà des individus, qu'on doit prévaloir au profit en tout cas des populations. Oui. Alors, Dimitri Kaboré, on a constaté que depuis la prise de pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré en janvier, je pense, de toute façon, la prise effective, voilà, si on peut le dire, il y a eu au moins 3 missions conduites par le ministre des Affaires étrangères. Il est parti à 2 reprises de façon officielle en Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu une autre mission qui était conduite par le président de l'Assemblée nationale. On a vu le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire venir ce week-end à Ouagadougou. Est-ce que, comme Karama l'a dit, on peut dire que les intérêts des pays transcendent les états d'âme des populations? Oui, quand
Les intérêts, je crois que la relance un peu de la coopération entre les deux pays qui avaient eu quand même une année pratiquement de la transition à froid, je crois que ça... Mais en termes d'intérêt, vous savez, le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a les peuples qui sont là. Toujours est-il, dans l'histoire on nous dit c'est toujours des individus pour des intérêts qui divisent les peuples. Mais la chance ici est que les peuples, le peuple burkinabé et celui ivoirien, n'ont jamais eu de problème. Hein, c'est toujours, on a, malgré tout ce qu'il y a eu comme froid, avec tout ce qu'il y a eu comme histoire, on est toujours resté. Je crois que c'est le pays qui accueille le plus grand nombre de Burkinabés. Hein, donc on est pratiquement plus de 3 et quelques millions. Ça, c'est les chiffres officiels. Donc, pour moi, ce qui est en train de se passer, initié par un peu le pouvoir de Roch, ce qui s'est passé, ça s'explique très simplement. Ils ont eu le pouvoir de façon démocratique, ils ont un mandat de 5 ans. On ne peut pas continuer à bouler la Côte d'Ivoire pendant 5 ans. La Côte d'Ivoire aussi ne peut pas continuer à bouler sur le Burkina Faso pendant 5 ans. Techniquement, ce n'est pas possible. Voilà. Donc pour moi, d'abord, c'est pour cette raison. Bon, avec la transition, on a vu qu'il y a eu une année un peu de trouble, où bon, on soupçonnait le fait que Blaise soit là-bas, on puisse répondre. Et là, le pouvoir burkinabé et les deux pouvoirs sont en train de montrer au-delà des intérêts individuels. Au-delà, on sait que Blaise Compaoré était un grand ami de Alassane Ouattara, mais on voit que au-delà de tout ça, il a transcendé, il a pu s'élever au-dessus de tout pour relancer la coopération qui était pratiquement au point mort entre les deux pays. Et pour moi, ce qui est d'abord salutaire, c'est cela. Et donc, je crois que tout ne va pas se résoudre par coup de baguette magique à l'issue du traité d'amitié et de coopération. Mais le fait que les deux pays acceptent s'asseoir et qu'ils ont discuté et qu'ils ont même nommé les ambassadeurs, la preuve, vous savez, comme Alassane l'a dit, ça faisait pratiquement plus d'une année depuis Justin Koudava. On n'avait plus d'ambassadeur en Côte d'Ivoire. Pareil pour les Ivoiriens, après la fin du mandat du dernier, de Touré, on n'a plus eu, les Ivoiriens aussi n'ont plus renouvelé, n'ont plus envoyé de lettres de crédit. On avait 2 ambassades, malgré qu'on est... Mais je crois que c'est déjà un préalable et ça marche. Je crois qu'avec le traité, je crois qu'ils vont peut-être policer un peu de relations et je crois qu'il n'y aura pas de problème. Ok. Monsieur Kony, c'est vrai qu'il y a les liens séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Nous avons près de 4 millions de nos compatriotes qui sont au Burkina. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que, quelles que soient les divergences, ces deux pays sont appelés à s'entendre? Vous voulez dire en Côte d'Ivoire tout à l'heure, vous avez dit au Burkina. Ah, en Côte d'Ivoire, oui, 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Voilà. Non, je crois que les hommes politiques l'ont bien compris. Hein. Les peuples passent avant tout, alors que les régimes, les intérêts des peuples passent, je veux dire. Voilà. C'est-à-dire que les régimes politiques passent, mais les peuples demeurent. Oui, et donc, moi, je pense qu'il faut leur tirer le chapeau, comme on dit, d'avoir eu ce courage de reprendre. D'abord parce qu'ils n'avaient pas le choix, que ce soit sur le plan politique, le plan économique, etc., sociologique et tout ce qu'on veut. Mais en même temps, d'autres peuples nous regardent. Je crois que revoir ensemble dans la même direction, ça va encourager d'autres peuples aussi à faire la paix et à se retrouver. Nous avons dans nos hymnes nationaux quand même des références qui nous imposent de fraterniser. Et comme on l'a toujours dit et maintenu, toute famille ivoirienne a sa part d'amis ou de parents burkinabés et vice-versa. Les peuples regardent les hommes politiques et se demandent dans quelle mesure ils seront capables de défendre leurs intérêts. Je crois qu'en reprenant langue, les deux gouvernements montrent effectivement que leur préoccupation première, c'est d'aller dans ce sens-là. C'est pour cela que je dis qu'il faut les encourager parce que ce n'est pas facile. Il y a trop de contentieux. Parmi les contentieux, le premier évidemment qui vient à l'esprit des Burkinabés, c'est les divergences créées par le départ de Blaise Compaoré. Mais je crois que ce problème peut se résoudre. Pour moi, ce n'est pas difficile. D'après moi, la solution n'est ni entre les mains de Roch, le président burkinabé, ni entre celles d'Alassane Ouattara. La clé se trouve entre les mains de Blaise Compaoré. Il ne tient qu'à lui de vouloir la paix entre les deux pays pour se sacrifier un peu. En tant que burkinabé et aujourd'hui ivoirien, il doit comprendre, et je sais qu'il le comprend, qu'il restera toujours un os, une épine dans les pieds des deux chefs d'État comme dans les pieds des Ivoiriens et des Burkinabés. C'est à lui de prendre son courage à deux mains,
de tenir compte de l'honneur du commando qu'il a été et qui reste, même s'il est toujours il est en civil aujourd'hui, de frères burkinabés et de beaux-frères ivoiriens et de tout à la fois, de se dire qu'est-ce que je peux bien faire pour que on passe effectivement ce chapitre si douloureux, si délicat. Parce que tant que ce sera comme ça, on fera toujours... Qu'est-ce que vous voyez que Blaise Compaoré puisse faire aujourd'hui? Mais c'est pour cela que je pose la question. Il faut qu'il réfléchisse lui-même. Et je crois que la solution, non, c'est de se laisser juger tranquillement. Ah, de se laisser juger au Burkina. Oui. Que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas, mais en tout cas, il faut quand même crever l'abcès. Le problème est là. Je pense que la solution, c'est d'abord entre les mains de Blaise Compaoré lui-même. Il est redevable d'un certain pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire comme du Burkina. Il faut qu'il ait le courage de s'assumer. Ça, c'est mon point de vue personnel. Ensuite, parce que je connais aussi les différents acteurs, et je dis, quels que soient les efforts que les deux chefs d'État feront, eux, ils le feront. De toute façon, ce problème restera entier. Chaque fois, il y aura des suspicions de ceci ou de cela, de part et d'autre. N'oublions pas qu'il y a aussi la gestion avant Alassane Ouattara. Il y a tout un contentieux en Côte d'Ivoire. La question qu'on se pose, c'est ça. Est-ce qu'il devra en rendre compte, comme l'exigent les adversaires politiques d'Alassane Ouattara? Parce que le jour où ceux-ci viendront au pouvoir, Blaise reviendra-t-il réclamer son appartenance au Burkina Faso? Voilà des questions qu'il faudra pas écouter. Sur cette question, d'après que même si Blaise a pris la nationalité ivoirienne, aucun tribunal au Burkina Faso n'a eu à le déchoir de sa nationalité burkinabé. Donc, étant donné qu'on peut avoir la double nationalité burkinabé et ivoirienne, donc peut-être qu'il a les deux. Hein. Oui, mais je crois que en son temps, le problème pourra se régler de toute façon. Alors, Bamouni, c'est vrai que M. Koné a parlé de Blaise Compaoré qui est vraiment peut-être qui blosse, c'est-à-dire entre les relations en Burkina-Côte d'Ivoire. Concrètement, comment vous voyez ça? Non, moi je pense que ceux qui n'ont pas voulu garder vraiment ces relations intactes là, ils n'aiment pas les Burkinabés. Les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est historique, c'est géographique, c'est politique. On peut passer le temps à développer en tout cas ces trois thèmes, mais l'histoire, la géographie, la politique montrent que ces deux pays ont une histoire liée. Ça, on ne peut pas nier cet état de fait. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est très intéressant de voir quand même les deux pays se retrouver, les 27 et 28, en tout cas autour du traité d'amitié et de coopération, voilà, qui est relancé. Je pense que vraiment, les deux pays gagnent et toutes les populations, les deux peuples gagnent, en tout cas à travers la relance quand même de cette coopération. Alors, je suis encore satisfait que nous ayons un ambassadeur. Et si peut-être on prend même son CV, en Côte d'Ivoire, si on prend son CV, on va voir que c'est quelqu'un qui est né l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire. Il est né, Zongo. il est né et il a presque grandi, je peux dire, en Côte d'Ivoire. Et c'est un Gaspo, comme on aime à le dire dans le langage. Aujourd'hui, c'est un Soro qui est ambassadeur au Burkina Faso. Il n'y a pas un symbole plus que ça. Il n'y a pas des signes forts, en tout cas, qui montrent que les deux pays-là, vraiment, ont décidé de regarder vers dans la même direction pour le bien des différents peuples. Le cas de Blaise Compaoré, moi, je pense que c'est la question de nationalité qui fait que Blaise, aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai toujours dit, un garçon doit s'assumer, il doit assumer. Quand on veut être crédible, il faut accepter certaines choses. Vous avez dirigé pendant des années. Aujourd'hui, si on a besoin de vous pour vous expliquer, il faut accepter, en tout cas, aller donner des explications par rapport à tel ou tel acte qu'on a eu à poser. Et je pense que c'est intéressant. Moi, je pense que le Burkina et la Côte d'Ivoire doivent en tout cas travailler à renforcer ces relations. Vous n'allez pas me montrer une administration au Burkina où il n'y a pas un Burkinabé né par exemple en Côte d'Ivoire ou qui a fréquenté en Côte d'Ivoire. Ils sont un peu dans presque toute l'administration. Et en Côte d'Ivoire aussi c'est la même chose. Nous avons des parents, nous avons en tout cas assez de population au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il n'y a rien de tel que les deux présidents, surtout, je peux dire le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a cherché à ce qu'on relance ce traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. C'est vraiment un acte
courageux et qu'il faut saluer. Voilà. Alors, Karama, je veux tout juste vous titiller. Bon, peut-être que vous allez vous dire encore, vous n'êtes pas un devin. C'est vrai que c'est un traité d'amitié et de coopération. C'est vrai que notre président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, avait conduit une mission pour une relance économique du Burkina. Bon, il allait voir les plaider auprès des autorités ivoiriennes. Est-ce qu'on peut penser que cette rencontre sera purement économique? Non, je pense que ça ne peut pas être purement économique. De toute façon, il y a des axes dans les traités qui existent. Je pense que les discussions vont être organisées autour de ces axes. Maintenant, s'il y a lieu donc de prioriser certains domaines au vu donc de notre actualité, aussi peut-être l'actualité en Côte d'Ivoire, ce serait aux deux parties d'en décider. Donc de prime abord, on ne peut pas tout de suite dire que ça serait purement économique, parce que ça va au-delà de l'économie. Vous savez très bien qu'il y a des questions infrastructurelles dedans. Et même il y a la coopération dans le domaine sécuritaire, oui. Et même dans le domaine de l'élevage et tout ça. Tous les domaines pratiquement, même de l'agriculture, il y a quand même des choses qui sont, des pistes qui sont proposées, des pistes de collaboration qui sont proposées entre donc, les deux pays. Donc le traité, à mon sens, cette réunion de Yamoussoukro va revenir sur toutes ces questions. Maintenant, s'il y a lieu, vu l'urgence, s'il faut mettre l'accent sur tel ou tel aspect, bon, je pense que les deux parties vont, parce que c'est toujours de commun accord. Ce n'est pas simplement les intérêts du Burkina, les Burkina certainement va partir avec une feuille de route, mais il va falloir également que l'autre camp puisse accéder à cette feuille de route-là pour qu'éventuellement on puisse mettre en œuvre. Donc, tout dépendra donc de nos priorités qu'on va brandir, mais c'est sûr, les questions économiques, comme on l'a dit, les questions peut-être donc de transport, les questions sécuritaires, ça d'ailleurs ça marche très bien, parce qu'on sait que quand le ministre ici en charge de la sécurité a fait sa conférence de presse, il a bien dit que des personnes aujourd'hui qui sont en tout cas gardées en prison, il y en a qui ont participé ou bien qui ont des liens avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et c'est sûr que c'est également les attentats de Grand Bassam, il y a également des accointances avec ce qui s'est passé à Ouagadougou. Donc l'aspect sécuritaire aujourd'hui, forcément face aux défis djihadistes, est une priorité. C'est une des priorités parce qu'il faut d'abord être en sécurité pour encourager même les investisseurs à venir. Okay. Sinon, bon, je pense qu'au-delà de ça, s'il y a la relance économique, bon, je pense que ces questions également seront discutées. Dimitri Kaboré a un sujet dont on ne parle pas beaucoup, c'est vrai, c'est le monde préco. Il n'y a que les journalistes qui soulèvent effectivement cette question parce qu'on sait que c'est une forêt classée dans laquelle se trouvent près de 20 000 Burkinabés. Bon, les autorités ivoiriennes veulent effectivement débarrasser cette zone, d'autant plus que c'est une forêt classée. Ils veulent débarrasser cette zone de ses habitants, je pense, de ces intrus, si je peux le dire, comme cela. Malheureusement, il n'y a pas un endroit pour les reloger. Alors pour certains Burkinabés, la crainte c'est de dire qu'on risque de les rapatrier. Est-ce que vous pensez que cela fera effectivement l'objet d'un échange entre les autorités burkinabées et les autorités ivoiriennes pour trouver une solution? Je crois que ça peut faire partie, mais comme c'est un traité, on imagine les actes, je crois que c'est un début de matérialisation un peu de la reprise des accords. L'histoire de Montpellier, c'est très simple. Vous savez, il y a 20 000 personnes qui habitent dans cette zone-là, en situation irrégulière, et sur les 20 000, si je me rappelle bien des chiffres, il y a 4% d'autochtones. Donc, c'est-à-dire que sur les 20 000, il y a juste 4% d'Ivoiriens. Et les 96% sont composés uniquement d'étrangers. Et dans les 96% d'étrangers, les Burkinabés représentent 99%. Donc, ça veut déjà tout dire. Il y avait déjà un peu le chef Amédou Oualmi qui a été arrêté. Il y avait un autre qui avait repris le relais. Donc, et je crois que le gouvernement ivoirien avait prévu un plan pour les permettre à ceux par exemple qui avaient des plantations de pouvoir récolter une dernière fois et de les reloger. Je crois qu'il y avait même un budget qui avait été défini de 1,5 milliard par rapport à ça. Maintenant, la difficulté, c'est où on met plus de 6 000 ménages et quelques qui avaient trouvé dans cette zone-là une zone de vie. Donc je crois que, comme c'est des Burkinabés, je crois que Dieu aidant, la coopération a repris. Donc je crois qu'ils vont discuter. Je crois que c'est dans notre intérêt également qu'on puisse aborder cette question. Parce que si on les 20 000 qu'on remet dehors, où on va les mettre, on va les amener à Diokoué, est-ce qu'on va les remettre à Boaké? Donc c'est tout ça, toute la problématique. Je crois que c'est toujours mieux de discuter. Je crois que c'est l'occasion tant attendue. Mais comme c'est une première rencontre, je ne crois pas qu'ils pourront en 2 jours aborder toutes les questions
C'est pendantes. important parce que je pense que le gouvernement ivoirien veut trouver une solution dans ce mois de juillet à cette question. C'est vrai qu'en 2015, ça s'était posé, mais ils avaient reporté. Donc finalement, s'ils sont peut-être dans une situation, il faut trouver une solution. On peut dire que... Non, je crois qu'on ne va pas dévancer le Gouan dans l'eau. Je crois que peut-être lors des conclusions des travaux qui vont sanctionner un peu cette première rencontre entre les deux gouvernements, je crois que si la question doit être abordée, je crois que la question sera abordée et qu'on pourra trouver une solution finale à cette situation de cette zone classée. Ok. Monsieur Koné, c'est vrai que lors des... quand on parlait des anciennes rencontres entre Blaise Compaoré et puis les autorités, on nous parlait de cette histoire d'autoroute. Est-ce qu'on peut dire encore que c'est quelque chose qui n'est pas oublié, cette autoroute Abidjan-Ouagadougou? J'ai envie de vous dire que je ne voudrais pas, moi, qu'on oublie ça. Parce que je viens d'une région comme Fayama, nous sommes de la région des Cascades. Et pour ne pas Karama, pardon, j'échappe à Fayama. Je viens d'un village qu'on appelle Signena. Les rails traversent chez nous. Et puis il y a la route internationale. Donc nous attendons d'abord qu'évidemment la question des chemins de fer soit rapidement résolue. Parce qu'il y a toutes ces gares qu'on a abandonnées. Et puis, évidemment, cette voie routière qui a tout le temps des petits problèmes. Donc, il est évident que si on s'occupe de la route et qu'on s'occupe en même temps du chemin de fer, comme on dit, le développement, ça ne fera que s'accélérer. Et je ne crois même pas qu'il soit de l'intérêt des deux chefs d'État d'oublier cette question. Parce que, en fait, si l'autoroute Abidjan-Ouaga voit effectivement le jour assez rapidement et que le chemin de fer, surtout le trafic voyageur, ça reprend de plus belle, je crois que la coopération ne pourra que mieux s'emporter. Parce que les deux peuples vivent effectivement de ces deux routes, que ce soit la voie ferrée ou la voie routière. Et on a souvent tendance à l'oublier. Je pense que ça doit faire partie des impératifs. C'est-à-dire que toutes les questions brûlantes ne doivent plus faire l'objet de préoccupations au point de créer des difficultés. Il faut effectivement les prendre à bras le corps et les discuter. Ils peuvent se faire, c'est pas moi, en tout cas, ils peuvent faire violence sur eux-mêmes pour établir un calendrier, mais montrer aux populations qu'effectivement, ce sont des questions qu'ils ne vont pas oublier de sitôt. Je crois que lors de la prochaine rencontre, il leur appartiendra, n'est-ce pas, de faire une feuille de route qui montre clairement qu'un certain nombre de priorités, qui sont aussi celles des populations, figurent bien à l'ordre du jour pour les prochaines années, parce qu'en fait, chacun des deux chefs d'État a d'ailleurs 5 ans pour convaincre aussi bien les Ivoiriens que les Burkinabés. Voilà. Et vous, c'est Fass Bamoudi, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Oui, moi j'attends qu'il y ait déjà une déclaration sur la situation des occupants du mont Préco, parce que c'est vraiment prioritaire, c'est urgent. Il faut qu'il y ait une décision du côté du Burkina, du côté de la Côte d'Ivoire, pour permettre à ces populations de savoir à quelle sauce en tout cas elles seront mangées, si on peut s'exprimer ainsi. Alors il y a également le projet d'autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro, et je pense que le projet n'est pas enterré. Si vous avez suivi un conseil des ministres, je crois que c'est au courant mai, il y a un responsable qui a été nommé au niveau du Burkina. Bon, on va dire on a renouvelé le mandat d'un Burkinabé, en tout cas pour s'occuper de ce projet, Firmin Bagoro au passage. Et je pense que les Burkinabés pensent vraiment à ce projet qui est très important et qui peut amener les populations, en tout cas, à échanger toujours de façon fluide entre le Burkina et puis la Côte d'Ivoire. Et nous attendons vraiment des décisions fortes aussi au plan politique, parce qu'il y a trop de questions. Qui est extradé, qui n'est pas extradé, et qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner telle ou telle population. Il faut que nos dirigeants aient le courage vraiment de prendre des décisions qui vont amener les deux peuples à exister, à cohabiter, à collaborer dans la durée. C'est un peu ce que j'attends de cette rencontre. Aborder la question des personnes qu'il faut extrader ou bien quoi? Non, je pense parce que le problème... mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré, il court toujours. Il court toujours, oui. Mais là, je dis il faut que Blaise Compaoré s'assume. Il faut qu'il s'assume. Oui. Sinon, pour les écoutes téléphoniques, ça c'est déjà fini. Alors, on préfère la voie diplomatique. Je pense que c'est sage aussi. Bon,
Je pense que pour le reste, il faut que les populations vraiment laissent tomber notre moi et puis nos égos et laisser vraiment les dirigeants essayer de traiter les questions de façon à privilégier l'intérêt des peuples. C'est facile, vous parlez d'estrader, mais il y a quelqu'un, Alassane Karama, je pense, sur ce plateau, qui nous avait dit après... Non, on ne parle pas d'extradition. Non, après avoir... c'était Rambo qu'on avait ramené, non? C'était Rambo, non? Karama avait dit que c'est fini. Non, sur ce plan, je pense que j'aime être réaliste, moi. Parce que je vois très très mal, je crois que M. Koné l'a dit, c'est le président Compaoré lui-même qui peut dire je vais venir. Sinon, je ne vois pas un Alassane prendre un Compaoré pour l'amener au Burkina contre son gré. Ça, c'est pratiquement mission impossible. Ça, j'essaie d'être réaliste. Et pour moi aussi, il ne faut pas qu'on cristallise trop nos énergies autour de ces questions. Parce que Blaise Compaoré aujourd'hui, c'est du passé. Même s'il y a toujours, en tout cas, une situation qui n'est pas tranchée définitivement, mais Blaise Compaoré est du passé. Aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui a une vision, qui veut travailler justement à créer, à offrir un mieux-être au Burkinabé. Je pense que c'est sur ça qu'on doit focaliser les énergies. Et peut-être, qui sait, peut-être qu'avec le temps, des solutions naturelles viendront. Blaise Compaoré lui-même peut s'assumer, ou bon, entre dans les deux chefs d'État. Parce que n'oubliez pas, quand ces genres de situations arrivent, dès que, au moment où c'est chaud là, c'est difficile. Parce qu'il y a la peur. On se demande, est-ce que cette personne-là va bénéficier d'une justice équitable? Est-ce que cette personne... Donc, tout de suite, on ne pense même pas du tout à quoi que ce soit. Maintenant, peut-être avec le temps, les choses vont se tasser et peut-être qu'une solution naturelle viendra où Blaise lui-même pourra décider. Mais Alassane, renvoyer Blaise au Burkina, en tout cas, c'est difficile. Il nous reste une seule minute, Dimitri, pour terminer avec vous sur l'émission. Alors, vous partagez les points de vue de Kamou. En tout cas, on avait déjà abordé la question, on avait été de même sens. C'est-à-dire que, vous savez comment on a fait pour annuler le mandat de Guillaume Soro. Bon, voilà. Écoutez, le président a dit, moi je crois que Roch, quand même, il est en train d'aller dans l'exécution de son programme. Parce que ça a trop cristallisé, on a eu des dépenses. Pendant toute la transition, on en a parlé. Même la transition n'a pas pu faire extrader Blaise Compaoré. Roch est venu, il sait que les populations l'attendent au tournant. Il ne viendra pas au bout de 5 ans venir dire, bon, écoutez, bon, sur le plan là, extradition, là, je compte grouille là-bas en tout cas. Mais côté agriculture, côté économie, il n'y a pas. Je crois qu'il s'est lui-même, le gouvernement s'est remis à la raison. On laisse bien évidemment et on laisse en pointillé l'affaire Compaoré. Peut-être que naturellement, comme il a dit, un jour, je crois que Compaoré pourra lui-même venir à Ouagadougou. Ce qui est sûr, après le sommet, on reviendra encore avec une autre émission. Donc, c'est tout pour cette émission Sans langue de bois sur Burkina Info. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.